À l'issue des travaux de délibération nationale tenus ce samedi 8 juillet 2023, travaux relatifs à l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC, session de juin 2023, les taux de réussite d'admissibilité se présentent comme suit. Au plan national, la session du BPC 2023 donne un pourcentage de 69,21% qui se décline comme suit. Au niveau départemental, au rang premier, département du Zou, avec 79,36%. Au rang deuxième, département des Collines, avec 78,92%. Au rang troisième, département du Littoral, avec 74,88%. Au rang quatrième, département du Plateau, avec 71,67%. Au rang cinquième, département du Mono, avec 71,43%. Au rang sixième, département du Borgou, avec 71,34%. Au rang septième, département du Koufo, avec 70,67%. Au rang huitième, département de l'Atakura, avec 68,29%. Au rang neuvième, département de l'Atlantique, avec 66,02%. Au rang dixième, département de l'Ouémé, avec 64,71%. Au rang onzième, département de la Donga, avec 60,51%. Au rang douzième, département de l'Alibori, avec 54,90%. Au total, les candidats admissibles sont attendus dans les centres pour subir les épreuves d'oral et sportives à compter du lundi 10 et le mardi 11 juillet 2023 à partir de 7 heures. Pour une gestion efficiente de l'effectif des candidats admissibles dans les centres, ceux qui ont composé en PCT le mardi après-midi sont ceux que nous attendons uniquement au cours de la journée du lundi dans les centres. Donc, ceux qui ont composé en langue le mardi après-midi sont priés d'attendre tranquillement à la maison et ils sont attendus dans les centres le mardi, ce qui permet de décongestionner les attroupements et d'assurer une gestion efficiente de l'effectif des candidats admissibles dans les centres. Je présente mes félicitations aux candidats et à leurs parents. Bon vent pour la suite. Je vous remercie. Ce matin, vous nous avez vus circulant dans les sous-commissions pour voir comment les collègues sont concentrés, comment ils sont à l'œuvre et surtout pour les encourager, les soutenir. Je suis très satisfait. La tournée a commencé depuis 48 heures et partout nous sommes passés, de Cotonou à Natitengu en passant par Porto Novo, Lokossa et Boyko. Nous avons vu des enseignants correcteurs très motivés, très organisés et surtout nous avons apprécié le calme qui pour nous exprime la concentration. Nous avons interrogé les présidents de commission, de sous-commission, nous avons interrogé les superviseurs généraux et tout le monde est satisfait de l'organisation. Je puis tirer chapeau une fois encore à l'office du baccalauréat et à ma collègue, la ministre de l'enseignement supérieur. Je puis rassurer les apprenants, les parents d'élèves, tous les acteurs du système que les choses se passent vraiment très bien. Et les résultats seront donc livrés dans les délais impartis. La délibération du bac au Bénin est une délibération originale et unique par rapport à tous les autres examens. La première phase de la délibération consiste
à faire venir les copies et sous anonymat, et à vérifier si les copies ont été bien corrigées et qu'il n'y a pas toutes les parties ont été bien corrigées. Lorsque cette phase-là est finie, on passe à l'extraction des admissibles, toujours sous anonymat. Vous voyez. Et on s'entend parfaitement sur tout, on n'a pas fait des erreurs, on vérifie tout. Puis l'office du bac, après que tous les centres ont atteint ce niveau d'évolution dans la délibération, lève ce qu'on appelle l'anonymat. Lorsque l'anonymat est levé, alors les en-têtes sont sorties et on vérifie maintenant que les faux numéros, les numéros anonymes qui sont sur les copies sont vraiment ceux qui sont sur les en-têtes. On fait cette vérification et puis maintenant on extrait à nouveau la liste des admissibles. Maintenant, par rapport aux vraies identités, aux vrais numéros. Et on compare avec la liste générée par l'office du bac depuis son serveur et tout. À ce niveau, il y a quasiment pas d'erreur. Mais s'il y a encore une erreur, on corrige. Et puis l'ultime liste sort au vu et au su de tout le monde par rapport aux vraies identités, aux vrais numéros. Et on compare avec la liste générée par l'office du bac depuis son serveur et tout. Mais bien sûr, le membre du jury, il est indépendant, il est là en tant que praticien, en tant que spécialiste et il participe à la délibération par rapport à sa compétence, au vu aussi de tout le monde et il ne subit la pression de personne, même pas le directeur de l'office du bac, même pas du ministre. Il est complètement indépendant, mais honnête et comment on dit, professionnel. Le projet asphaltage qui a permis la modernisation du tissu urbain dans les principales villes du Bénin. Le projet de construction des 20 000 logements qui vise à offrir des logements abordables aux couches moyennes de la population. Le projet de construction des marchés urbains dont l'objectif est d'offrir un espace moderne et plus adapté aux usagers pour mener leur activité commerciale. Le projet de marché de gros à Abomey-Calavi, l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi, le projet de la route des pêches, pour ne citer que cela. Ces projets génèrent et vont davantage générer des impacts sur l'organisation de l'espace, le cadre de vie et les conditions de vie des populations dans les territoires. Nous espérons tous que le présent atelier offre une occasion pour des échanges et recommandations fortes sur ces différents sujets. Mesdames et messieurs, la déconcentration est une condition nécessaire pour la réussite de la décentralisation. C'est pourquoi il est important de saluer la présence ici des préfets de département. De par votre mandat de dépositaire de l'État dans les départements, vous avez pour fonction d'harmoniser les actions de la commune avec celles de l'État. Pour ce faire, il est indispensable de décloisonner nos relations afin de créer une synergie entre le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, les préfets et les communes. Je vous remercie d'avoir pensé à nous et comment aurait-il en être autrement, puisque non seulement nous sommes en charge de la tutelle, de l'assistance conseil aux communes qui vont être aménagées, mais nous sommes également à l'opérationnel, parce que qui parle d'aménagement du territoire parle d'abord de nettoyage du territoire, parle de l'accompagnement aux côtés du ministère du cadre de vie, de l'urbanisation, merci monsieur le préfet des collines, chers collègues, et donc implique dans la mise en œuvre l'engagement de chacun des préfets. Nous l'avons compris, nous sommes ici non seulement pour célébrer le programme d'action du gouvernement. Déjà le PAG
2016-2021, à la faveur duquel nous avons un cadre législatif, un cadre institutionnel et un cadre technique pour véritablement parler d'aménagement. C'est-à-dire que nous sommes passés de la théorie à la pratique. Je n'ai pas besoin d'une grande démonstration, il suffit de se référer à tous les plans rationnels qui ont été mis en œuvre et qui sont exécutés sous nos yeux. C'est vrai que je me réjouis de ce que le département du littoral, qui abrite la ville économique, la ville la plus importante, ait bénéficié un peu plus que les autres, mais c'est un plan qui concerne tout le pays et nous sommes dans une phase de rationalisation. Je vous en remercie, je vous en félicite et je voudrais à mon tour adresser mes remerciements et mes félicitations à Monsieur le ministre du Cadre de Vie qui est impliqué dans cette aventure audacieuse depuis 2016. Le nouveau président nigérian Bola Tinubu a été nommé à la tête de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Il succédera l'an prochain au chef d'État bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo pour diriger la CEDEAO. S'exprimant lors d'un sommet à Bissau après avoir été nommé président de l'organisation du bloc de l'Ouest, M. Tinubu a déclaré que les membres de la CEDEAO poursuivraient une intégration économique inclusive au cours de l'année à venir, avertissant, d'après lui, les exploiteurs que le peuple africain a suffisamment souffert. Bola Tinubu, qui a prêté serment en tant que président du Nigeria en mai dernier, a également décrit la démocratie comme étant la meilleure forme de gouvernement, bien qu'elle soit très difficile à gérer. 3 membres de la CEDEAO, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso ont subi 5 coups d'État depuis 2020. Omar Alieu Touré, président de la commission de la CEDEAO, a exhorté les juntes de ces 3 pays à respecter les délais convenus pour remettre le pouvoir à des dirigeants civils. Il a ajouté que des sanctions pourraient tomber dans le cas où ces transitions échouaient. William Ruto est en visite en République du Congo. Le président kényan a adressé un message au Parlement congolais réuni en congrès. Il a notamment salué l'avènement de la ZLECAf qui, selon ses mots, permettra de briser les frontières et d'augmenter les échanges intra-africains qui ne sont actuellement que de 17% contre 70% au niveau de l'Union européenne. La libre circulation des personnes et des biens a aussi été évoquée par le président kényan. Nous, gouvernement du Kenya, avons pris la décision que les ressortissants du Congo-Brazzaville n'auront plus besoin de visa pour entrer au Kenya. From tomorrow, you will not need any visa to come here. It is the only reason. C'est une initiative qui va permettre d'accroître les échanges entre nos 2 pays. Nos peuples, les hommes d'affaires et autres ont besoin de cela. Un accord dans ce sens a été signé dans la foulée, alors que 17 autres documents visant notamment les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'environnement et du tourisme ont été paraphés. William Ruto a aussi exprimé la volonté de son pays de relancer les vols de la compagnie Kenyan Airways entre Nairobi et Brazzaville d'ici à la fin de l'année. La compagnie nationale aérienne kenyane a cessé de desservir la capitale congolaise depuis quelques années. Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a officiellement annoncé qu'il brigue un 3e mandat. Le président sortant s'est exprimé dimanche devant une foule de partisans du Parti démocratique gabonais PDG à l'approche du scrutin présidentiel du 26 août. Chers compatriotes, Gabonaises, Gabonais, vous continuez d'écrire cette histoire et ce futur ensemble parce que rien ne compte davantage que la réussite de notre pays.
Parce que rien ne compte davantage que votre réussite à vous. J'annonce officiellement, aujourd'hui, je suis candidat. La famille Bongo dirige le pays depuis 55 ans déjà. Le président Ali Bongo, 64 ans, a succédé à son père Omar Bongo Ondimba en 2009. J'ai une conviction personnelle forte. Nos plus beaux exploits, nous pouvons les réitérer. Pour les sujets qui, pour vous comme pour moi, pour notre pays, sont des priorités. En nous battant ensemble pour l'emploi qui donne un sens à la vie, pour faire baisser le coût de la vie, pour que le quotidien soit plus doux pour soi, mais aussi pour sa famille. Le chef d'État Ali Bongo a été réélu de justesse en 2016 avec seulement 5500 voix de plus que son rival Jean Ping, qui a affirmé que l'élection avait été truquée. Monsieur Bongo a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2018 et a passé des mois à se rétablir, ce qui a amené l'opposition à s'interroger sur son aptitude à diriger le pays. Le puissant parti démocratique gabonais du président sortant détient actuellement de fortes majorités dans les deux chambres du Parlement. Un panache de fumée noire au-dessus de Khartoum. Dimanche, l'ONU a prévenu que le Soudan était au bord d'une guerre civile totale, potentiellement déstabilisatrice pour toute la région, au lendemain de la mort de dizaines de civils dans un raid de l'armée de l'air sur le quartier de Dar al-Salam à Omdurman, la banlieue nord-ouest de la capitale. Le bilan publié par le ministère de la Santé fait état de 22 morts et plusieurs blessés parmi les civils, alors que les paramilitaires en conflit avec l'armée ont dénoncé la perte tragique de plus de 31 vies et de nombreux blessés. Mais l'armée a assuré dans un communiqué dimanche que ses forces aériennes n'avaient visé aucun objectif samedi dans ce quartier résidentiel. Dimanche encore, selon des témoins, l'armée aurait frappé le centre de Khartoum aux abords du palais présidentiel, ce que contestent ses responsables. Les Kenyans ne décolèrent pas contre la vie chère. Des manifestations ont eu lieu vendredi à Nairobi et dans plusieurs autres localités du pays pour dénoncer la perte du pouvoir d'achat. Des habitants décrivent une situation intenable. Comment est cette vie? Elle est devenue si dure. Je suis fatigué. S'il vous plaît, baissez le prix de l'essence. Aujourd'hui, je manifeste à cause du prix de l'essence. Ma femme m'a quitté à cause du prix de la farine et de cette vie si difficile. Je ne peux même plus payer mon loyer. Le bailleur est toujours à ma porte. Il a besoin de son argent. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Au moins 20 personnes ont été arrêtées. Voulons que William Ruto réduise le coût de la vie pour que chaque citoyen puisse se nourrir et éduquer ses enfants. Nous n'avons rien, nous travaillons dur, mais nous n'avons pas d'argent. Il veut taxer le peu d'argent que nous avons en poche. Que mangerons-nous? Il augmente les impôts des gens qui n'ont rien. Si quelqu'un a de l'argent, il est normal qu'il soit taxé. Mais nous n'avons rien. Nos jeunes ne peuvent même pas se marier. Ils ne peuvent pas se nourrir. Au centre de la colère des manifestants, des taxes imposées aux produits pétroliers, aux salariés et aux entreprises. Agadez suffoque. La plus importante ville du nord du Niger est en proie aux températures extrêmes, le thermomètre affichant jusqu'à 47 degrés Celsius ces derniers jours. Les personnes âgées et les enfants en payent notamment le prix fort. Je ressens une très forte chaleur, j'implore Dieu de nous protéger. La chaleur de cette année a fait souffrir tous les habitants d'Agadez. En plus de la chaleur, il y a des coupures d'électricité. La chaleur de cette année est terrible.
Le bétail n'est pas épargné par cette vague de chaleur. Déshydratation et stress thermique entraînent une baisse de l'état de santé général des animaux ainsi que de leur productivité. Nous n'arrivons pas à interpréter cette chaleur. Elle est insupportable pour les hommes, mais aussi pour les animaux. Nous sommes obligés de vendre nos vaches à cause de cette chaleur. Le bétail ne peut pas résister. Il tombe malade en raison des températures extrêmes. La biodiversité dans son ensemble fait les frais de cette chaleur. Les autorités nigériennes peinent à interpréter le phénomène. La zone d'Agadez, qui est une zone désertique, et la hausse de la température est vraiment exceptionnelle. On part jusqu'à 45 degrés de fois, et ce qui est insupportable pour la biodiversité de façon générale, c'est-à-dire les plantes et les animaux. La température moyenne de la Terre a atteint jeudi un nouveau record officieux, alors que la température a déjà été considérée comme la plus chaude depuis 120 000 ans. Ces migrants manifestaient vendredi contre la violence dont ils sont victimes à Sfax après que l'un d'eux a tué un habitant de cette ville tunisienne. Depuis, ces candidats au départ vers l'Europe sont arrêtés et expulsés par les autorités tunisiennes. Nous ne sommes pas venus ici pour rester, nous sommes venus ici juste pour passer, mais impossible. La garde nationale nous empêche de passer. De plus, on est là, on n'est pas libre. À chaque fois, on nous agresse, on nous chasse de chez nous, donc c'est pas normal. On n'est pas venu ici en Tunisie pour rester, on est juste ici pour une passage. Donc. Chassés ces derniers jours de la ville de Sfax, de nombreux migrants errent dans une zone désertique à la frontière entre la Tunisie et la Libye. Des expulsions confirmées par Human Rights Watch. À Human Rights Watch, nous avons documenté des expulsions collectives de migrants africains noirs, à la fois du côté de la frontière avec la Libye, où ils sont, selon les estimations que nous avons, entre 500 et 700. Mais les autorités, les forces de sécurité tunisiennes procèdent aussi à des expulsions du côté de l'Algérie, où pour l'instant nous avons moins d'informations sur leur nombre. Vendredi, l'Organisation de défense des droits de l'homme a appelé les autorités tunisiennes à mettre fin à ces déportations de migrants vers ces zones à risque. L'intervention des pays dont sont originaires ces infortunés a aussi été sollicitée. On demande aux autorités tunisiennes de cesser les expulsions arbitraires de migrants africains noirs, mais aussi de permettre un accès et une assistance à ceux qui se trouvent au niveau des frontières, à la fois près de la Libye et près de l'Algérie, mais aussi aux pays de ces ressortissants-là, de tout faire pour essayer de leur porter assistance. En février, le président tunisien avait présenté l'immigration clandestine comme une menace démographique pour son pays, alimentant dans la foulée la haine contre les migrants dans une Tunisie asphyxiée par une crise économique. Un nombre indéterminé de mercenaires du groupe paramilitaire russe quittait la Centrafrique ces derniers jours, une information fermement démentie par le gouvernement centrafricain. Le statut de la société paramilitaire privée et de son chef Evgeny Prigojine est quelque peu incertain depuis sa mutinerie avortée en Russie les 23 et 24 juin. L'opération a conduit les soldats de Wagner jusqu'à quelques centaines de kilomètres de Moscou avant qu'ils ne renoncent au terme d'un accord avec le président russe Vladimir Poutine, dont les détails sont inconnus. Mais ces interventions dans plusieurs pays africains, dont le Soudan, le Mali et la Centrafrique notamment, n'ont jusqu'à présent pas été publiquement remises en cause. Dès l'annonce de la fin de la mutinerie, Bangui avait même affirmé que les activités de Wagner allaient continuer. Une annonce corroborée par le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Un espace de sécurité et de coopération, c'est ainsi que le président ukrainien considère la mer Noire. Mais cet endroit serait victime des restrictions imposées par Moscou, a souligné Volodymyr Zelensky samedi à Istanbul. Je suis reconnaissant pour le soutien apporté à l'initiative céréalière de la mer Noire
et à l'initiative humanitaire Graines d'Ukraine. Récemment, malheureusement, la Russie a bloqué autant que possible la circulation des navires transportant des denrées alimentaires dans le couloir de la mer Noire. La Russie se comporte comme si elle possédait toute la mer Noire. Les peuples de notre région ont besoin d'efforts plus importants pour limiter les ambitions agressives de la Russie et garantir la stabilité dans la région de la mer Noire. Face à ce qu'il considère comme un diktat russe sur le corridor céréalier, le chef de l'État ukrainien appelle à une action concertée. But de la manœuvre, mettre des populations de plusieurs continents à l'abri d'une pénurie de denrées alimentaires. Il est essentiel de commencer à agir avec nos partenaires de manière à ce que la vie du corridor céréalier et donc la vie d'autres personnes sur différents continents, y compris l'Afrique et l'Asie, ne dépendent pas de l'humeur du président de la Fédération de Russie. Nous sommes tous des pays indépendants et nous avons actuellement ce corridor qui n'est pas ouvert, mais structuré et complexe parce que la Russie bloque la mer Noire. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie a menacé de provoquer une crise alimentaire mondiale qui a été atténuée par un accord permettant à l'Ukraine d'exporter des céréales via la mer Noire.